Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous, c'est Lucie au micro, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'émission en ce lundi 24 novembre 2025, dernier lundi de ce mois de novembre, dernière semaine de novembre sur Westrack. Aujourd'hui, on est parti pour une émission avec Michel au micro et on va parler des Saint-Jacques. Et oui, la saison est lancée depuis septembre, mais c'est sûrement les préparations des fêtes pour vous aussi. Alors Michel va nous donner tous les secrets autour de la Saint-Jacques. On retrouve évidemment notre météo, l'agenda événements. Cette semaine, la Ferrarock nous propose de découvrir Arthur Fus Bandini. Et puis Mani nous propose un reportage sur le festival Graines autour de la naissance. Vous êtes bien au chaud sur Westrack, c'est parti pour notre météo. Alors, quel temps va-t-il faire aujourd'hui ? Eh bien, c'est un temps plutôt pluvieux. Pour cet après-midi, il fait 9 degrés, ressenti 4, avec un ciel couvert et des pluies faibles, suivies d'averses. Le risque de pluie est fixé à 100%, avec des rafales allant jusqu'à 55 km/h. Ce soir, ciel très nuageux avec de courtes éclaircies, il fera 9 degrés, ressenti 3, des rafales qui dépassent les 50 km/h. Et puis cette nuit, ciel très nuageux avec de courtes éclaircies, risque de pluie à 40%, ressenti 2, il fera 8 et les rafales se tournent vers le nord à plus de 60 km/h. Pour votre journée de demain, dans la matinée, il fera 8 degrés, ressenti 2, un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies, le risque de pluie est plutôt faible, pas plus de 25%, le vent se tourne vers le nord à plus de 55 km/h. Dans l'après-midi, il fait 9 degrés, ressenti 6, des éclaircies et passages nuageux parfois denses, le vent se tourne toujours vers le nord à plus de 55 km/h. Enfin, en soirée, il fera 8 degrés, ressenti 4, rafale à plus de 44 km/h, tourné vers le nord avec un ciel très nuageux et de courtes éclaircies. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour, voici les informations locales de ce lundi 24 novembre 2025. Au Havre, une cafétéria à la fabrique Sainte-Catherine pour créer du lien et rompre l'isolement. À la demande des habitants du Mont-Gaillard, la fabrique Sainte-Catherine se dote d'une cafétéria gratuite et accessible à tous. L'objectif, rompre l'isolement des habitants du quartier en leur proposant un espace de convivialité. Ouverture du lundi au vendredi. Au Havre, l'association Les Guidons de l'Espoir se mobilise contre la mucoviscidose. L'association Les Guidons de l'Espoir a remis un chèque de 10 000 € à l'antenne régionale de Vaincre la mucoviscidose, une somme qui a pu être versée grâce à une forte mobilisation en amont. D'ailleurs, l'association sera présente chez Cultura à Montivilliers pour faire les paquets cadeaux jusqu'au 24 décembre 2025, une occasion pour ceux qui le souhaitent de faire un don. Montivilliers, boîte de Noël, offrez un cadeau aux plus défavorisés. Friandises, jeux, livres, produits d'hygiène, vêtements, dessins et autres petits cadeaux. La ville soutient l'action des boîtes de Noël solidaires de l'association Ensemble pour Montivilliers. Pour offrir aux habitants les plus défavorisés des présents réconfortants, les dons ont lieu jusqu'au 19 décembre à la mairie de Montivilliers, au centre social Amisc et enfin sur le marché du jeudi les 4, 11 et 18 décembre sur un stand situé cours Saint-Philibert. À Fécamp, Père Noël à moto. Motard, il est encore temps de s'inscrire pour soutenir Léandre. Samedi 13 décembre 2025, des centaines de Père Noël à moto sillonneront le Pays de Caux pour soutenir Léandre, atteint de la myopathie d'Ulrich. Il est encore temps de s'inscrire à cette parade organisée par les motards des Hautes-Falaises depuis le formulaire disponible sur leur page Facebook. Et enfin, basket, Ligue 2 féminine, surprise par le Pôle France, les Havraises perdent gros. Dans la course au maintien et pour la dynamique, la formation havraise est tombée de haut samedi 22 novembre 2025, subissant la loi des jeunes du Pôle France, 85 à 79. Merci de votre attention. Le journal se poursuit avec les actualités nationales et internationales.
Bonsoir à toutes et tous. Réformer la police et la justice et mieux protéger les victimes, c'est le sens de cette proposition de loi intégrale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Elle a été aujourd'hui déposée à l'Assemblée nationale, soutenue par une centaine de députés à la veille de la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. C'est aussi demain qu'un rapport pour lutter contre les féminicides sera remis au ministre de la Justice par 2 magistrats. Et dans ce contexte, on a appris la mise en examen hier de 2 hommes suspectés d'avoir tué leur compagne la semaine dernière, l'un en Gironde, l'autre en Isère. Tous les 2 sont placés en détention provisoire. Les viticulteurs reçus en cette fin de journée au ministère de l'Agriculture. Un rendez-vous promis par la ministre Annie Genevard après leur mobilisation à Béziers il y a une dizaine de jours. Le monde viticole alerte sur une crise sans précédent dans leur secteur et demande notamment un nouveau plan d'arrachage de vignes. Le Premier ministre lui annonce des votes à venir sur plusieurs priorités absolues. La sécurité, la défense, l'agriculture et l'énergie. Sébastien Lecornu a fait un point à mi-parcours de l'examen budgétaire. Il prévoit un vote dans les tout prochains jours sur le renforcement de nos armées. Et il doit aussi recevoir les chefs de parti dans le courant de la semaine pour évoquer le projet de loi de finances. L'alerte météo est levée sur la Gironde, la Dordogne et la Corrèze. La vigilance pluie-inondation reste en vigueur sur les Alpes jusque dans la soirée. Et une alerte aux crues est activée également par Météo France pour le Jura et pour le Doubs. Cela concerne la rivière la Loue après de forts cumuls de pluie depuis hier. Enfin, c'était une légende du reggae. Jimmy Cliff est mort. Le chanteur jamaïcain a succombé à une pneumonie à l'âge de 81 ans. Sa famille l'a annoncé à la mi-journée. En plus de Reggae Night en 1983, on lui doit aussi le titre I Can See Clearly Now ou encore Hakuna Matata dans Le Roi Lion. Il avait aussi collaboré avec Bernard Lavilliers sur Mélodie, Tempo, Harmonie. Et c'est la fin de cette édition. Bonne fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Merci d'écouter votre émission locale, il est 17h06 et je vous propose, comme chaque semaine, de faire le tour de ce qui se passe au Havre et dans l'agglomération havraise. Des activités que vous pouvez retrouver dès ce soir, notamment avec le festival Plein Phare In 4 à partir de 18h30 et jusqu'à 21h30 avec rencontre culture urbaine de la rue et de la Seine. Ça se passe au phare, c'est-à-dire au 30 rue des Briquetiers au Havre. C'est gratuit. Autre événement, ce sera demain, le cercle de coopération 37 quai de la Saône, c'est au hangar 0 à partir de 18h. C'est ces sociétaires qui sont invités à participer au cercle de la coopération avec des échanges sur les projets en cours et futurs, la co-construction ensemble de projets d'étape du tiers-lieu et renforcer les liens entre les acteurs de la communauté, événement gratuit. Soirée loup-garou de Tiercelieu au Décalé, 27 rue de Turenne, au Café Décalé à partir de 20h, c'est gratuit. Et puis Blind Test à l'Underdog, 2 quai Michel Ferré, c'est à 20h aussi. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Cette semaine, la découverte musicale Ferrarock nous emmène du côté d'un artiste inclassable, Arthur Fu Bandini. À la croisée d'autant de chemins qu'il a de cordes à son arc, il transforme rock, électro, pop et prose chantée en un univers francophone chargé d'images et de convictions. Auteur, compositeur, interprète et multi-instrumentiste, il façonne ses chansons comme des terrains de liberté où les genres se froissent, s'étirent et se recomposent au gré de l'air du temps. Ça n'a jamais été mieux avant. 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 On n'oublie pas la terre, sous le bitume et sous les rues, et derrière les immeubles.
Pour comprendre d'où vient cette énergie, il faut remonter à son adolescence parisienne. Ses premiers morceaux, composés à 12 ans, le rap old school avec Ten Strict, puis les grandes claques littéraires et cinématographiques, Michaud, Artaud, S, Fant, Jodorowsky, Wenders. À cette effervescence s'ajoute l'aventure rock psyché avec Moonsters, autant de jalons qui nourrissent chez lui un imaginaire dense, parfois fiévreux, toujours en mouvement. Le souffle de Cassandre, étouffé, n'a laissé derrière lui que des cendres. Tous les jours dans les rues, des cœurs tendres se font descendre. Ça souffle dans l'air. Écoute bien, c'est amer. Génération 1 fait tomber les barrières. Les limites sont dépassées. Le point d'orgue a implosé. Du haut de nos tours, on va finir par descendre. En rappel sans corde. Le souffle on va finir par croire qu'on a que ça dans les gènes. Tous les jours au fond d'un fût, les âmes perdues se retrouvent pour refaire le monde. Comme un drone au-dessus du labyrinthe, d'autres se voient déjà porter la couronne, seul sur leur trône. Le bruit des fleuves sonne l'alarme, le battement des cœurs comme seule arme. L'infini, notre étendard. Le souffle du sang. Avant de se lancer en solo, Arthur Fubandini explore la pop romantique avec Soleil Bleu, compose pour l'image puis finit par amener sa propre musique sur scène en 2023. Depuis son charisme brut, sa voix grave à la Daniel Dark ou Bachung et sa façon d'habiter ses synthés, ses guitares, enflamment les foules. Porté par des influences allant des Clash à Sleaford Mods, il livre une poésie nerveuse, ironique, transgressive, où l'intime devient catharsis. Hors cadre, hors norme, il avance surtout libre et c'est cette liberté qui fait vibrer son nouvel album. Ça n'a jamais été mieux avant. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Après votre découverte Ferrarock de Arthur Fubandini et de cet album qui s'appelle « Ça n'a jamais été mieux avant, volume 2 », poursuivons notre émission avec un reportage réalisé par Mani au Festival Graines, un festival autour de la naissance. Puis nous accueillerons au micro Michel. Michel de retour ce lundi pour nous parler des Saint-Jacques.
Ok, alors peut-être qu'on peut partir sur la mise en place de l'allaitement qui va de toute façon vous servir à vous trois. Du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas, donc il y a que nous trois finalement qui avons déjà nourri un bébé au sein là. Peut-être du coup, ton prénom, j'ai Aurélie. Aurélie, peut-être toi tu peux témoigner. Bien sûr. Profitons de ta présence. D'après toi, c'est quoi la chose à faire nécessaire pour mettre en place ton allaitement dès le début, dès l'accouchement? Même avant l'accouchement. Ouais. Je pense que voilà, il faut se dire que, comme vous disiez, la grande majorité des mamans peuvent allaiter sans trop de difficultés, sauf si quelqu'un vient y mettre des grains de sel. Et déjà, avant l'accouchement, savoir qu'on peut le faire et qu'on va y arriver. Tu parles on peut se tutoyer toutes tu parles d'avoir confiance. Confiance en soi. Mais confiance en son corps. En son corps, en ce qu'on est et en ses désirs. Et ses capacités de mammifère. Exactement. Mais je trouve que c'est pas toujours facile. Il y a plein de mamans en rencontre qui viennent et qui disent je pensais que ça serait simple. J'y suis allée un peu naïvement. On a un papa qui a dit ça la semaine dernière. Je suis mis la fleur au fusil. Et des fois, on entend tellement de choses que du coup, on a du mal à se faire confiance en soi. Et je trouve que quelque chose qui est bien, c'est aussi de faire confiance au bébé en fait, parce que il se pose pas les questions que nous on se pose. Et moi, je sais que je me pose tout le temps 1 milliard de questions. J'ai la tête pleine de questions. Et des fois, les questions, ça empêche un peu d'avancer. Des fois, ça aide à avancer parce qu'on s'intéresse, etc. Mais des fois, ça peut tétaniser aussi. Et je trouve que le bébé, il a une capacité à nous montrer le chemin. Alors, je m'appelle Noémie, je suis bénévole à Graines de Parentalité. C'est une association rwandaise qui s'appelait SOS Allaitement auparavant et qui s'appelle maintenant Graines de Parentalité. On a été contacté par la doula Manon 19 de Parenthèse Féminine pour animer plusieurs rencontres allaitement sur le festival. Donc là, c'était une rencontre un peu exceptionnelle puisque d'habitude, elles ont lieu à Fécamp chaque premier mardi du mois. Il y a aussi une rencontre le 3e vendredi du mois sur Fécamp depuis... c'est tout nouveau, ça va être mis en place pour le mois de décembre. Et on a des rencontres sur tout le département. Il y en a à Rouen, il y en a à Maloney, il y en a à la clinique Mathilde de Rouen, au Belvédère de Mont-Saint-Aignan. Et en général, il y en a aussi à Saint-Lô, mais du coup, c'est plus le département. Et en général, en fait, on met en contact, en relation des mamans, des coparents. Et l'idée, c'est de créer du lien, créer du contact, qu'il y ait un échange d'expériences et que ça permette un peu de briser l'isolement dans lequel certaines mères se retrouvent durant leur postpartum et ça permet d'apporter un éclairage sur les questions qu'elles peuvent avoir sur l'allaitement. L'idée de ce festival et de ce collectif, il est venu spontanément, on va dire. J'ai participé, moi, à un festival en juin de cette année, à Nantes, qui était dans la même couleur, c'est-à-dire c'était autour de la naissance, mais à une vision plus globale de accueillir la vie, on va dire, avec une sage-femme à domicile qui a organisé ça. Ça fait 3 ans qu'elle fait ça, et donc là, j'ai décidé d'y aller, de vivre ça, et c'était exceptionnel. Et en fait, ça fait des années que j'attends qu'il y ait quelque chose de cette couleur, et ça se passait pas, donc j'ai dit, c'est bon, c'est moi qui vais le créer, tant pis. J'essaye. Du coup, j'ai envoyé un message à tous les thérapeutes et du monde médical et du monde paramédical que je connaissais, dont j'étais sûre qu'ils avaient la même vision de l'accompagnement global de l'être humain et pas hyper centré sur un symptôme. Et donc, du coup, ils ont tous répondu oui. Donc voilà comment on a monté le collectif. En fait, le collectif a été monté pour ce festival. C'est une première, le festival. L'idée, c'était, je ne voulais pas que ça ressemble à un salon. Les salons où il y a des exposants et des gens qui viennent. Je voulais vraiment reproduire ce que j'avais vécu, c'est-à-dire c'est des moments, certes courts d'1 heure, mais où le thérapeute a le privilège d'avoir des personnes qui viennent exprès
pour lui, pour sa pratique, sa vision. Et il a le temps d'exposer et des fois de mettre en pratique ces techniques ou de faire passer un message qu'il a envie de faire passer durant cette heure. Et voilà, on a monté ça en 2 mois et demi, 3 mois. J'ai été la principale, la locomotive. Enfin, j'ai délégué plein de tâches et tout le monde a répondu présent. Enfin, c'était trop chouette. Ça a été fluide et grâce au Clos Val-Soleil, donc en fait, c'est une des thérapeutes qui fait partie du collectif, Émilie, qui fait du Dien Shan, qui est thérapeute. Le Clos Val-Soleil, mais c'est un lieu associatif, on va dire. Les locaux appartiennent à la ville et ils mettent à disposition de l'association. Et ils ont décidé de créer le lieu qui est en haut à l'étage, qui s'appelle des thérapeutes. Et c'est des thérapeutes qui proposent leurs soins à tarif social. C'est-à-dire qu'en fonction de ton quotient familial, tu offres un tarif défini en avance. Et en échange, ils ont un cabinet gratuit. Voilà. Donc c'est un bon procédé. Et donc elle m'a dit, écoute, demande au Clos Val-Soleil, je suis sûre que c'est leur vision aussi d'accueillir un événement comme ça. Et effectivement, ils ont répondu oui immédiatement. Donc c'était juste magique, en fait, ça a été hyper fluide. On avait le lieu, on avait les intervenants, il n'y avait plus qu'à créer la communication et la discussion. Et donc en fait, on s'est tous rencontrés au fur et à mesure. Je trouve que c'est un super festival que Manon elle a organisé parce que ça permet de lever le pied et de s'interroger sur nos pratiques et aussi les pratiques qu'on a héritées de nos parents en fait et les pratiques qu'on a un peu intégrées à force de les voir dans les films, les séries qui reflètent pas nécessairement la vraie vie en fait et je trouve que rencontrer des gens, des mères qui ont vécu ça ou qui sont en train de le vivre, ça permet de se remettre au cœur de ce qu'on vit, de l'accepter plus facilement en fait, de se dire il y en a d'autres qui sont dans la même galère que moi, il y en a d'autres qui sont passés par là. Lors de la dernière rencontre allaitement qu'on a faite au mois de novembre, il y a une maman qui est arrivée avec son bébé de 4 mois et c'était assez émouvant parce qu'il y avait une maman qui avait un bébé d'1 mois, une autre de 2 mois, elle de 4 mois et puis une autre de 5. Et celle de 4 mois, elle arrivait, elle était vraiment joyeuse, elle se sentait bien et elle disait je voulais venir ce soir pour vous dire, des fois ça va pas, mais là ça va mieux, ça passe. Et je trouve que c'est hyper de faire passer ces petites graines-là en fait, ça germe après, en fonction de ce qu'on entend, ça résonne quand on est tout seul chez soi, à donner une tétée à 4h du matin et que ça peut sembler difficile. Voilà, les échanges, ils sont primordiaux, je pense, dans une société où on a perdu des modèles, en fait. Il y a une maman qui nous racontait c'était un papa hier lors d'une discussion sur les naissances qui racontait qu'il avait posé le bébé sur le ventre de sa femme et que le bébé avait grimpé jusqu'au sein hyper spontanément. Et voilà, il faut lui faire confiance. Votre mamelon, enfin votre aréole, elle fonce au fur et à mesure de la grossesse. C'est pour que le bébé il la repère plus facilement. Le liquide amniotique, il a l'odeur du colostrum. Du coup, il va être ses sens en fait. Ça va être une sorte de continuité du ventre vers vos seins en fait. Et ces sens, ils vont les guider vers vous en fait. Donc je pense que c'est important d'être à l'écoute des petits signaux qu'il nous envoie, le bébé, en essayant de se mettre un peu en veille. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre en veille, mais le bébé, je trouve il nous guide. Juste de le regarder faire, en fait, dès la naissance, de voir ce qu'il met en œuvre pour se nourrir. Ça doit être trop beau. Ils ont plein de petites mimiques, en fait, quand ils veulent téter. Avant d'arriver aux pleurs, ils envoient plein de messages, plein de signaux qui nous montrent. Voilà. Du coup, on peut focaliser sur le non-verbal. C'est ça que vous dites. On le regarde, on sait. On n'a pas besoin de se questionner. Je pense que ça peut aider, ouais. J'ai l'impression de rencontrer beaucoup de mamans qui viennent en ayant pour objectif de reprendre une vie normale le plus vite possible parce qu'elles sont soumises à plein d'injonctions. En fait, il faut reprendre le sport dès que possible, il faut continuer de sortir avec les copines, il faut continuer de faire des soirées avec sa compagne ou son compagnon. Il y a plein d'injonctions et on est dans une société qui prend pas trop le temps de souffler, de savourer l'instant. Et elle dit souvent, on a l'impression qu'on fait que ça, qu'on est enfermé. Et finalement, c'est un moment qui passe très vite si on sait que ça va passer. Il y a des moments qui disent je me sens un peu prisonnière et puis finalement quelques mois après elles disent c'est passé vite. J'ai obéi à des sortes d'ordres que je me suis imposées parce que pour moi c'était la norme de vite ressortir, de vite reprendre ma vie d'avant quoi.
Donc on voulait voir de la PMA, donc même de la procréation, c'est-à-dire même de l'idée où ça germe de est-ce qu'on ferait pas un enfant ou est-ce qu'on créerait pas quelque chose. Peut-être en amont même réfléchir à ça, à notre histoire, qui on est, quels parents on a eu, est-ce qu'on veut reproduire ou pas. Et puis après, balayer du coup tout ce qui est les problèmes de procréation médicalement assistée. Ça peut être aussi la grossesse, tout ce qui est autour de la grossesse, les peurs qui émergent. Mon rôle principal c'est comment on se prépare. Les gens qui sont venus ici sont plus des personnes qui ont envie d'une naissance différente de ce que le milieu médical peut proposer. Donc ça, c'était important. Et de l'après, parce qu'en fait, l'accouchement, c'est juste un passage, c'est juste une porte qui s'ouvre sur la parole. Et donc, on a des thérapeutes qui ont aussi pris cet ascendant où c'est pas tous les jours facile d'être parent et c'est pas tous les jours facile d'être couple. Donc, on a eu des super ateliers qui ont super bien marché sur le baby clash, par exemple. Comment on se transforme en tant que parent et on remet la discussion dans cette expérimentation d'être à 3 ou à 4, mais c'est souvent le premier qui est... Donc ça a beaucoup marché, l'épuisement parental, on a eu d'ateliers là-dessus, parce que c'est une réalité du quotidien de beaucoup, c'est que c'est fatigant d'être parent, c'est pas facile, et de se vivre ensemble, et c'est pour ça aussi qu'on a des ateliers... parce que on voulait que ça soit hyper inclusif. Les mamans qui avaient envie de venir, elles se disent pas mince, je sais pas, je peux pas y aller, j'ai mon enfant, je sais pas où le mettre. En fait, les enfants étaient accueillis dans les cercles sans aucun. Ils avaient tout leur espace en bas pour être accueillis. Donc et voilà. Et puis après ça s'est fait plutôt naturel et c'était très très chouette. Précis, je pense que. Alors maintenant, je parle pas de signe d'éveil, c'est l'allaitement au signe de besoin de tétée. D'accord. En fait, c'est encore avant, c'est-à-dire qu'un bébé, ça t'aide très bien en dormant. Mais voilà. Ça t'aide très bien en dormant, même parfois mieux que étant réveillé. En fait, donc du coup, effectivement, ce que vous pouvez dire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand le bébé, il a les yeux qui bougent, qui ramène ses mains à la bouche, mais qui retombe en dormant comme ça c'est déjà, on peut y aller. On approche le bébé du sein, puis on le laisse faire son petit business avec le sein, mais et comme vous dites, très bien, le pleur, c'est trop tard. Alors c'est trop tard, pourquoi ? Parce que c'est aussi au niveau neuro, en fait, quand ils sont désorganisés, les enfants, quand ils pleurent. C'est-à-dire que la succion, c'est succion, déglutition, respiration, c'est comme ça, c'est rythmé, c'est des séquences neuro chez les bébés, et quand ils pleurent, ils sont plus en capacité de générer cette séquence-là, succion, déglutition, respiration. Donc ils font n'importe quoi, ils s'énervent, ils partent dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est trop tard. Alors il y a moyen de les apaiser, heureusement. Oui, le trop tard, faut pas le voir comme ça y est, c'est fichu. Non, il ne faut pas s'en aller pour autant. Mais effectivement, si on peut intervenir, anticiper en fait. Moi, ça me fait vraiment archi plaisir chaque mois de retrouver des nouvelles mamans ou des anciennes, parfois des assistantes maternelles, parfois des grands, parfois des papas, des copains. Donc, je trouve que c'est génial toute cette énergie et ces connaissances qui se transmettent parce que moi, j'en ai cruellement manqué. Et en ce qui me concerne, ça m'apporte aussi parce que je suis contente d'offrir quelque chose que j'ai pas nécessairement trouvé moi à une époque de ma vie. La médecine aujourd'hui, elle est technique et elle va traiter le symptôme et non la cause, non qu'est-ce qui a créé ce symptôme. Et elle peut être très inhumaine, elle peut être très déconnectée de la personne qui est en face et ce qu'elle est au global. En fait, elle va s'attarder sur son problème, mais pas son problème, mais comment elle le gère. Et ça, c'est une réalité, c'est ce qui remonte dans tous les ateliers, c'est je me sens prise en charge, mais pas ils ont envie d'être actifs. Et en fait, on leur donne pas la possibilité. Et la médecine, elle est un peu infantilisante. C'est pas pour rien qu'on dit l'effet blue. Je vois, moi, quand j'accompagne des couples c'est un de mes rôles, c'est de donner la pleine place aux coparents, qui souvent ne sait pas du tout s'imposer dans son rôle, mais aussi dans le respect des envies de s'accompagner. Et du tout, c'est juste qu'on sait aujourd'hui que la médecine, c'est une réalité. On sait par exemple la PMA, ils n'ont pas 100% de réussite parce qu'il y a un élément, un facteur humain qui est inhérent à l'histoire propre de nous. Et en fait, c'est ça aussi, ce festival qui l'a amené, c'est quoi la bonne question par rapport à ma problématique. Parce que les gens veulent souvent des réponses, mais ils ne se posent pas les... Et en fait, c'est la ligne directrice d'un peu tous les thérapeutes, là, c'est de remettre les gens acteurs de la... Et ne pas leur amener... Juste leur faire comprendre que ils ont la réponse en eux, en fait. On est juste
leur offrir l'opportunité de découvrir leur propre réponse. Il y a de plus en plus de lieux pour parler de l'allaitement, mais on est quand même dans un pays où l'allaitement il n'est pas toujours favorisé. C'est des lieux que je trouve importants pour libérer la parole et puis permettre aux mamans de se sentir libres de poser les questions qu'elles ont et d'échanger. Effectivement, ça c'est sûr qu'il y aura une prochaine édition parce que c'est demandé par tous les thérapeutes. J'ai eu plein de thérapeutes qui pour rejoindre, tout était booké, non. Mais effectivement, on ouvrira à d'autres thérapies pour les prochaines. Et je pense, parce que du coup, c'était aussi une volonté lors de la recherche de la ligne rouge, réunion, ça sera autour de la santé de la femme. Donc, pour élargir encore plus. Donc, on avait l'endométriose qui était évoquée sur elle, parce que c'est lié à la problème. Mais on aurait pu aussi évoquer le SOPK, on aurait pu évoquer les problèmes d'infertilité des rouges. Et du coup, ça sera la santé de la femme, parce que c'est aussi un vrai sujet. Et chez nous, c'est aussi un vrai sujet. Et donc, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, ça sera la prochaine édition, ce sera autour de la femme. Merci Mani, reportage réalisé durant le festival Graines. Un instant musical nous attend avant d'accueillir au micro Michel qui va nous parler des recettes des Saint-Jacques, comment les préparer, quelques conseils aussi sur l'achat. On écoute Sushi and Coca-Cola de Saint Paul and the Broken Bones. C'est une nouveauté sur Westrack. Partons donc à Birmingham aux États-Unis avant de revenir au studio de Westrack en compagnie de Michel. Sushi and Coca-Cola. Lay back, getting warm, getting old. So fast. Who knew a good time could be so cheap and so sweet? Just say it, I told you. Sushi and Coca-Cola. Sushi and Coca-Cola. Lay back, getting warm, getting old. So fast. Who knew a good time could be so cheap and so sweet? Just say it, I told you. Sushi and Coca-Cola. Lay back, getting warm, getting old. So fast. Who knew a good time
Saint-Paul and the Broken Bones nous chantaient Sushi and Coca-Cola. Ça tombe bien parce qu'on va parler un peu de nourriture aujourd'hui. Alors non, on va pas vous parler de sushi parce que ce ne serait pas vraiment de saison. On pourrait, mais on avait quand même envie de parler de quelque chose d'un peu plus festif. Michel, bienvenue au micro. Bonjour Lucie. Comment ça va ? Ça va bien, ça va bien. Ouais, tu disais sushi, bah ouais, on pourrait faire des sushis. Parler ? Sushi à la Saint-Jacques, ça se fait. Ah, belle introduction, Michel. Ouais, bah oui, oui. Alors, donc la Saint-Jacques, bah parce qu'on approche des fêtes. Et voilà, on est dans la saison. Ça, c'est du 15 novembre au 15 mai, je crois, si je me rappelle. Parce qu'on a la chance d'avoir une IGP, indication géographique protégée. Alors nous, on est dans la zone baie de Seine. Parce qu'il y a les Bretons, et c'est une exclusivité européenne, c'est-à-dire que nous, on est le seul pays d'Europe à avoir un quota de pêche pour les Saint-Jacques, qui est la Pecten maximus, ou un truc comme ça, voilà, en latin. Donc c'est la variété. C'est la vraie variété, et pourquoi ces quotas de pêche ? C'est vraiment pour préserver l'espèce déjà, et surtout pour avoir des Saint-Jacques de qualité. Quand je parle de qualité, c'est au volume et au niveau gustatif. Donc je vais vous donner quand même 2 records. Il y a 4 ans, on a eu la chance d'avoir une Saint-Jacques de 280 grammes, rien que la noix. Et cette année, on en a eu une de 350 grammes. Donc, D'accord. Comme quoi, ça fonctionne de préserver ces petites bêtes. Il faut pas éradiquer, voilà. Faut pas faire de la pêche de masse. Alors, il y a eu des conflits avec l'Angleterre, etc. C'était assez rigolo à suivre. Ouais, c'est réglé. Ouais. On a envoyé les militaires, tout. Ils ont dit, ouais, bon, d'accord. Blocus, île de Guernesey. Enfin, ouais, on peut retrouver ça sur Internet. C'est assez drôle à relire. Ouais, il y a eu une grosse bagarre. Et la Saint-Jacques, que dire ? On va parler un petit peu tarif, parce qu'on dit toujours c'est un produit de luxe, sauf qu'on a changé notre façon de la consommer. Maintenant, on fait des grandes quantités dans nos assiettes, alors que du temps de mes parents et grands-parents, on mangeait une noix de Saint-Jacques par personne. Parce qu'on les faisait gratiner, c'était à la bretonne. Je vais donner la recette par la suite. Alors que maintenant, même une petite entrée, mais il y a déjà tout de suite 3 noix de Saint-Jacques. Donc on est déjà 3 fois plus, on met 3 fois plus de Saint-Jacques qu'il y a 50 ans. 50 ans déjà, vache. Petit coup de vieux en direct. Ah ouais, je me prends un petit coup de vieux en direct, je m'automutile. La Saint-Jacques, alors, que dire ? Les prix en ce moment sur le petit port, on est autour des 6 € le kilo en coquille. On est autour des 30 € décoquillés. Faut savoir qu'il faut 12 kilos de Saint-Jacques en coquille pour faire 1 kilo de Saint-Jacques décoquillé. Donc, quand on me dit ouais, c'est cher 30 € décoquillé, je fais bah non, et surtout, c'est limite prêt à cuire, quoi. On ouvre la boîte, et donc, moi, je trouve pas ça déconnant comme prix, sachant que nos amis pêcheurs, je les suis énormément sur les réseaux sociaux quand je les vois pas en direct. Ils ont maintenu les prix de fou depuis 3-4 ans, donc malgré Alors eux subissent énormément ces 2 choses. C'est le changement météorologique, alors pas sur les quotas de pêche, mais la navigation. Donc ils prennent énormément de risques à aller en mer, donc on faut les remercier pour ça. Et le prix du fioul. Parce que le bateau, il avance pas à la voile encore. Donc, ils ont maintenu les prix, et ça, c'est tout à leur honneur. Maintenant, comment cuisiner les Saint-Jacques ? Alors, si vous avez des Saint-Jacques au congélateur, c'est pas plus mal. Pourquoi ? Parce que si vous voulez les travailler crus, et ça, on peut. On parlait de sushi, hein, voilà, on fait un riz à sushi, un peu de wasabi, un peu de sauce soja, une petite lamelle de Saint-Jacques, ça fait un sushi très rapidement. Pourquoi c'est intéressant qu'elle sorte du congélateur ? Parce que ça évitera les parasites. Donc même si vous en avez de la super fraîche, une petite heure au congélateur, histoire de s'assurer que ça soit bien sain. Ça c'est à éplucher, c'est très facile. Ça s'épluche avec un couteau à bourron et limite le pouce. C'est très facile à éplucher.
L'avantage de les avoir en coquille, c'est qu'on peut travailler les bardes. Alors, je m'explique. Les Saint-Jacques, vous avez la noix, qui est la partie blanche, le corail, la partie orangée, et la barde, c'est cette partie gélatineuse autour, qui est comestible. Si c'est comestible, faut bien la nettoyer, faut enlever le sable. Alors, comestible. Déjà pour faire un fumé de Saint-Jacques, c'est très bien, ça évite d'abîmer des noix directement. Donc on peut faire un fumé de Saint-Jacques, un fumé carotte, non, parce que ça n'a pas le temps de diffuser le goût, alors faut mixer la carotte, de l'oignon, garniture aromatique, bouquet garni, de l'eau. Quand ça frémit, là on met soit des arêtes de poisson, là on va mettre les bardes de Saint-Jacques, on laisse cuire 10-20 minutes, donc l'intérêt de la carotte, il faut vraiment qu'elle soit pulvérisée pour qu'elle donne du goût au bouillon, et 10-15 minutes, on filtre et on récupère cette eau, ce fumé, ce qu'on appelle fumé de Saint-Jacques, pour faire une sauce par la suite, par exemple. Je reviens sur mes Saint-Jacques crus. Alors, Saint-Jacques cru, comme je le disais en sushi, le grand classique, c'est le ceviche de Saint-Jacques. Autrement dit, on fait un tartare de Saint-Jacques. On escalope. Alors là, on va prendre que la partie blanche, la partie nacrée, la noix de Saint-Jacques, qu'on va couper très finement, qu'on va disposer en rosace. Dessus, petite huile d'olive, jus de citron, ciboulette, même ça suffit amplement. Voilà, et on déguste directement. En tartare, ça marche très très bien. On peut faire un petit tartare, un petit cercle, voilà, présenté, ça peut être très joli. Saint-Jacques, on peut les faire mariner aussi, donc on repart sur la même base que notre ceviche ou carpaccio de Saint-Jacques, sauf que on prépare ça la veille et elles vont cuire avec la marinade. Et on prend une marinade très classique, comme je disais, huile d'olive, jus de citron. On peut booster avec un peu de vin blanc, on peut s'amuser avec du vinaigre de cidre si on veut vraiment le jouer terroir. Jus de pomme aussi, s'il a une belle acidité, genre un jus de Granny Smith, ça peut être hyper intéressant pour amener du fruit. Donc on peut faire plein de variantes autour de la Saint-Jacques crue, ça c'est hyper intéressant. On peut s'amuser à la faire façon japonaise, sauce soja, vinaigre de myrrhine, c'est un vinaigre de riz. Voilà, on peut vraiment s'amuser à décliner sur toutes les nationalités mexicaines si on veut, avec des chips de chorizo, voilà. Après, la partie cuite. Alors donc, je reviens sur mes Saint-Jacques à la bretonne, version grand-mère, où on faisait cuire les bardes. On gardait les coquilles déjà, parce qu'on gratinait les Saint-Jacques directement dans les coquilles. On faisait cuire les bardes très longuement dans l'eau, donc c'est plus d'1 heure. On les mixait, on rajoutait de la mie de pain, de l'ail, du persil. Des fois, on claquait même un petit œuf dedans pour bien lier. On mettait cette farce au fond de la coquille. On reposait la noix de Saint-Jacques avec son corail. On mettait du râpé, voire des fois même un peu de béchamel, histoire que ça soit encore plus généreux. Tu comprends pourquoi on n'en mangeait qu'une noix de Saint-Jacques, hein, voilà, c'était une entrée, mais elle était costaud. Et on mettait ça gratiné au four. Il y a la version normande, hein, on rajoute un peu de cidre, des champignons, voilà, on s'amuse un petit peu. Saint-Jacques à la normande. Les grands amateurs de Saint-Jacques, moi, c'est vraiment la version où je les préfère. C'est juste poêlé, ce qu'on on entend souvent snacker. Voilà, vraiment poêlé dans une poêle bien chaude pour avoir juste cette petite collerette dorée qu'on fait des deux côtés. Pas trop cuite, faut vraiment que ça soit encore nacré, légèrement cru au milieu, très légèrement. Ça au niveau de la noix. Par contre, il y a toujours ce problème avec ou sans corail. Il y en a qui vont dire « Ah, j'aime pas l'orange là. » Pourquoi ? Moi, j'ai peut-être c'est ma réponse en tout cas. Je pense que c'est jamais bien cuit ou bien préparé le corail. Si on fait des Saint-Jacques poêlés, c'est pour ça que je repars sur cette recette-là, on commence par cuire le corail tout seul d'un côté, très longuement, pour qu'il soit bien cuit. Faut pas, alors trop cuit, ça va être un peu farineux en bouche, mais il vaut mieux que ça soit un petit peu trop farineux que ce côté gluant qui est pas du tout, qu'on n'apprécie pas du tout. Et ensuite, on rajoute les noix en elles-mêmes, et là, on fait une cuisson juste.
Ça, là-dessus, alors, comment les présenter, ces petites Saint-Jacques? Alors, déjà, ça, moi, je dirais même nature, voilà, 3 noix de Saint-Jacques, juste poêlées avec au beurre salé, ça me suffit. Un quartier de citron, c'est vraiment pour... mais moi, nature comme ça, j'adore. Sinon, ouais, sur une petite salade frisée, je trouve que c'est le grand classique. Une petite tuile au camembert, voilà, pour revenir sur le terroir et pour sortir un petit peu du parmesan et de ce qu'on voit un peu partout maintenant. Ouais, une petite tuile au camembert. Non, tuile au camembert, blanc d'œuf, fécule de pommes de terre, du camembert. On mixe tout ça, ça fait une sorte de pâte qu'on étale sur une plaque, on cuit ça et voilà, les petites chips au camembert improvisées. Les Saint-Jacques, donc ouais, poêlés, en ce qu'on appelle les fricassés ou en matelote. Là, on va les poêler, on va rajouter de l'oignon ou de l'échalote, des champignons, cidre, flambé ou pas, avec du calvados. On va crémer à la fin, voilà, ça c'est sympa. Petit volo, petite bouchée à la reine pour faire un petit coup de rétro. Vous savez, ces mini tours en pâte feuilletée qu'on garnit normalement de quenelle, bah là on peut mettre des Saint-Jacques à l'intérieur. Donc en plus ça claque, ça refait quelque chose de consistant. Donc qu'on arrête de me dire que les Saint-Jacques c'est cher. Voilà, c'est surtout ça le message. Ça c'est le côté très sympathique. Les tartelettes au Saint-Jacques, ça se marie merveilleusement bien avec un grand classique de la cuisine, c'est la julienne de légumes. Julienne, c'est poireaux et carottes. Alors, si on n'est pas très doué, le poireau, ça va. Pour couper finement, c'est assez facile. Les carottes, vous embêtez pas. Hein. Une râpe, vous râpez, râpez, ça, voilà. Vous aurez quelque chose au moins de long, fin, et voilà. On peut blanchir sa julienne. Alors, blanchir des parts eau froide. Quand ça bout, on retire, on refroidit tout de suite. Comme ça, c'est pré-cuit. Alors pareil, on peut faire une petite Saint-Jacques gratinée, on met la julienne, la noix de Saint-Jacques entière avec son corail, un petit peu de champagne parce que c'est festif, une petite cuillère à café de crème, un peu d'emmental râpé dessus, on colle ça au four et on a une très belle Saint-Jacques gratinée version réveillon. Hein. Ça marche très très bien. Version tartelette, pâte feuilletée, pâte brisée, ça c'est vraiment une question de goût, on peut petit feuilleté. En feuille de brique, voilà, on peut démultiplier les recettes de Saint-Jacques. Alors là, je suis toujours que sur les entrées, hein, en plus. Et après, si on attaque les plats, Saint-Jacques tagliatelle. Alors, version normande, on revient, flambé, calvados, cidre, un peu de crème, quelques champignons avec des tagliatelles fraîches. Ou alors, version un peu italienne, on prend un vermouth blanc. Alors, vermouth blanc, je vais citer 2 marques, Martini, Noilly Prat. Voilà, mais vermouth, c'est le terme générique. Vous déglacez vos Saint-Jacques avec ça. Vous commencez par poêler. J'aime bien cette petite coloration quand même toujours au départ. On commence par les poêler, on déglace avec ce vermouth blanc là qui va amener de l'amertume, en même temps un peu de sucré, un peu d'acidité. Ça c'est génial au niveau des saveurs. On réutilise son fumé par exemple pour faire le mouillement. On crème légèrement là sur le coup pour avoir une sauce très légère. Et pareil. On peut imaginer un risotto de Saint-Jacques, on peut la décliner vraiment sur toutes ses formes, en brochette. Voilà, on a la flemme, c'est le réveillon, et j'en ai plein le congélateur. Allez, on fait des branchettes. Là, c'est ce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux pour le 31 décembre. Je vois beaucoup de Saint-Jacques Gambas. C'est le duo qui revient le plus souvent. Bon, peut-être pour économiser les Saint-Jacques la gambas, ça claque aussi bien, voilà, des grosses crevettes avec des grosses Saint-Jacques, c'est pas mal. En brochette, ce que je disais, si dans les idées réveillon, si on n'aime pas cuisiner, faut penser à sortir, tu sais, les planchas, les mini-grilles, et voilà, une petite proposer des petites brochettes de fruits de mer, ça peut être très sympathique. En plus, comme ça, chacun fait son appoint de cuisson, on se bagarre plus pour savoir si c'est raté ou pas. Si on est sur des brochettes, je privilégie souvent une petite sauce froide avec.
En béarnaise, si on est doué, si on l'est moins, la sauce tartare. Alors sauce tartare, je vais expliquer celle-là, c'est parce que la béarnaise, je crois qu'on l'a déjà fait plusieurs fois, mais enfin on peut la refaire. Surtout la sauce tartare qui est beaucoup plus simple. Vous montez une mayonnaise, moutardée, donc on est sur une rémoulade et on va encore accentuer le côté rémoulade, on va rajouter de l'échalote, de l'estragon, du cornichon, voilà, tout ça coupé très très fin. On peut rajouter du persil, de la ciboulette, une petite pointe d'ail, voilà, faut que ça soit vraiment une mayonnaise très relevée et voilà, on trempe les Saint-Jacques là-dedans, ouais, ça c'est pas mal. Petite tartare. C'est voilà les sauces qu'on néglige. On achète généralement le pot qui est moyen, mais quand c'est fait maison, c'est bien relevé. Poivre du moulin, on a quelque chose qui est exceptionnel. Dans les plats, ça peut être aussi j'allais dire marmite diepoise. C'est le plat de luxe normand par excellence parce que c'est du Saint-Pierre, de la sole, des Saint-Jacques. Voilà, on peut faire. Mais sinon, imagine une petite marmite du pêcheur à soi, voilà, en allant sur des poissons un petit peu moins nobles, comme le lieu, même s'il coûte très cher en ce moment. Voilà, un peu lieu, un peu de bouquet garni. On peut y mettre un demi-tourteau et 2-3 noix de Saint-Jacques et on a une marmite du pêcheur qui claque, ouais. Voilà, ça peut être très festif sans forcément se ruiner. Tu nous l'as montré, Michel, la Saint-Jacques, elle se marie avec tout. Est-ce qu'il y a des choses que tu as déjà vues, peut-être notamment sur les réseaux, un peu expérimentales, où toi tu te dis, j'irai pas jusque-là, le mariage se fait pas vraiment? Je sais, moi j'ai vu des associations de Saint-Jacques avec certains fromages où c'était un peu violent et en même temps avec du recul je me dis que non. Saint-Jacques Roquefort, c'est osé, je l'ai vu, mais à une époque il y a eu cette mode des moules au Roquefort, enfin même maintenant ça existe toujours. Les moules avec du fromage bleu, ça fonctionne, donc pourquoi pas essayer sur la Saint-Jacques. Bizarrement j'irais sur un Roquefort cru, pas fondu ou quoi que ce soit, parce que je pense que l'acidité du Roquefort et ce bleu, ce vert peut se marier très bien sur la Saint-Jacques. Chose un peu choquante, pardon. Non, pas vraiment. Sur la Saint-Jacques, j'ai pas vu de choses trop choquantes. Je pense qu'il y a un respect du produit, bizarrement, où on n'est pas très fou. On peut faire des choses, mais vraiment paella. On peut y mettre des Saint-Jacques, il n'y a pas de problème, ça se marie très très bien au safran. Saint-Jacques au curry, voilà, on peut aller dans l'exotisme, ça marche bien. Avec des fruits, je sais pas, j'oserais pas. Ouais, la pomme, parce que je suis un bon cauchois, mais ouais, non, je pense qu'avec les coings, en ce moment, il y a beaucoup de recettes qui tournent avec le coing, le kaki, ça peut être pas mal. Le butternut aussi. Si on veut aller dans les choses un peu modernes, extravagantes, enfin les choses, c'est toujours extravagant quand ça sort, mais enfin c'est les trucs à la mode en ce moment. Parce que le butternut a un côté noix, noisette qui peut être intéressant. Les Saint-Jacques avec des noisettes, j'allais oublier, bah tu vois, juste en parlant. Ouais, Saint-Jacques fruits secs, il y a des choses très sympas à faire. La noisette se marie très très bien avec la Saint-Jacques, ça renforce ce goût de Saint-Jacques naturel qu'on peut trouver justement dans ce fruit de mer. Oui, non, la Saint-Jacques, oui, association terre-mer, c'est la paella qui m'a fait rebondir là-dessus. Ah oui, promis, après j'arrête, parce qu'après il y a je me dis, j'espère qu'il n'y a pas des Espagnols qui nous écoutent, parce que je pense que la paella revisitée, ça peut brusquer les... Il y a la paella de Valencia, d'accord, elle est sacrée, je crois même qu'elle est à l'UNESCO, peut-être pas encore. Voilà, c'est vraiment un symbole culturel espagnol, mais il faut se dire que quand on est en Espagne, en Galice, donc à l'opposé de Valencia, dans le nord-ouest, bah c'est plutôt la région du poulet et du cochon, et dans la paella, ils mettent du poulet et du cochon. Donc ça dépend où on habite, c'est toujours, voilà, on s'approprie, la culture, c'est un terroir, et souvent le terroir, c'est le reflet d'une cuisine, donc voilà, faut pas avoir d'a priori, de mettre... Et il y a des Saint-Jacques en Méditerranée, hein, faut pas croire, elles sont plus petites, c'est tout. Ouais, la Saint-Jacques, ouais, ça... Pardon, mais j'adore cette version-là. C'est une petite tranche de lard, on roule la noix de Saint-Jacques dans le lard et on la poêle dans le lard. Le lard va nourrir en gras
Et là, c'est top, parce que le gras, c'est bien. Et elle me voit venir. Non. non. Et ouais, la Saint-Jacques, au lard, crème, ail, persil, voilà, quelque chose... là, j'avoue que c'est plus... on n'est pas dans la cuisine fine, mais au palais, ouais, ça claque bien, voilà. Est-ce que Michel, ce que tu essaies de me dire, c'est que le gras, c'est la vie ? Le gras, c'est la vie, parce que samedi, on revient. On avait essayé de faire une émission. On a eu un souci technique, ouais. Un petit souci technique. Alors donc on refait l'émission. Voilà, samedi on refait l'émission. Le gras c'est la vie avec Marie Châtelain, autrice, designer. Elle insiste beaucoup sur ce terme. Designer, autrice qui nous a fait un très beau livre qui s'appelle Le gras c'est la vie. Donc on aura la chance de l'interviewer. C'est un thème de prédilection aussi de Henri. Parler du gras, voilà. Tout ce qu'il a perdu en poids, il le gagne dans la verve. Voilà, le gras, c'est la vie. Donc on va faire l'apologie du gras pour une fois. Du bon gras. Du bon gras, oui, on va parler du bon gras. Vous saurez ce que c'est le bon gras. Donc ce sera dans l'émission Gastronomiquement Vôtre sur Westrack. Et c'est à 11h ce samedi. Notez le rendez-vous dans vos agendas. Avec Maxime, peut-être, je sais pas. On verra. Voilà. Merci Michel pour ta présence aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, ça y est, on entame le mois de décembre. Donc j'imagine que tu vas nous parler peut-être un peu plus de festivités. On a déjà commencé à en parler, mais voilà. On va plus rentrer dans le dur. Au hasard, chocolat. Ok, allez, chocolat. Vendu. Merci Michel d'être venu ce soir. On vous libère en tout cas le studio parce que vous allez retrouver dans un instant l'émission Je vous demande de vous arrêter en direct. Alors on s'écoute le nouveau titre de Loti qui s'appelle Atterrissage. C'est une artiste havraise. Et puis juste après, on vous laisse en compagnie de Je vous demande de vous arrêter. Moi je vous dis bonne soirée et à demain pour un autre Mag à l'Ouest. Ta réponse à tout, même si c'est que du rien. Tu ris entre mes soupirs, tu tiens mes peurs entre tes mains. T'aimes bien quand je vois flou, quand je maîtrise rien. T'es comme un ex, tu dis jamais quand tu reviens. Tu réponds pas, tu réponds plus. On sait jamais vraiment ce que t'as prévu. Mais tu libères pas mes poignets. Plutôt mourir de me laisser voler. J'écris des chansons un peu reloues. Je préférerais payer des mecs pour te casser les genoux. J'aimerais tellement que tu vois ce que ça fait de voir ses rêves s'ennuyer. Tu m'as prise en otage. J'ai plus de bouée de sauvetage. Je sais pas quand ça va s'arrêter. Tu m'as prise en otage. J'ai peur de l'atterrissage. Combien de fois tu vas me pousser? T'arrêtes pas pour moi. Je voudrais surtout pas